Donc l'idée, c'était d'aborder la préparation mentale et comment on peut l'aborder de manière collective à l'entraînement. Et on fait déjà tous de la préparation mentale du moment où on intervient dans le vestiaire pour préparer son équipe à un match ou ne serait-ce à l'entraînement. On fait de la préparation mentale. Voilà. Donc en préparation mentale, il y a plein de thématiques. J'en ai mis quelques-unes là sur l'écran. Il y en a qu'on connaît, il y a des mots qu'on entend régulièrement, la concentration, la motivation, les objectifs. Et puis peut-être d'autres qu'on entend un peu moins, comme la process communication, les systèmes de pensée. Mais tout ça sont des éléments importants de la préparation mentale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des outils qui nous permettent d'agir sur ces différents points. Alors, c'est souvent des outils qu'on peut intégrer de manière individuelle, mais au même titre que la préparation physique, on a capacité à faire des choses de manière collective. Alors, juste, j'avais une petite image à vous montrer. C'était qu'est-ce qu'on voit sur cette image. C'est vrai que la première des choses qu'on va voir, c'est ces trois lettres A, B, C. Et la préparation mentale, ça va être cette capacité d'élargir son champ de vision et de percevoir qu'on peut visualiser d'autres choses et analyser d'autres éléments et peut-être avoir une lecture différente de ce qui nous est présenté. Euh, alors, j'ai mis beaucoup de texte dans le document, puisque le document, je l'enverrai à Philippe pour qu'il puisse vous le transmettre ensuite. La préparation mentale, ben, c'est tout simplement développer les compétences mentales et de s'appuyer sur des thématiques particulières comme la fixation d'objectifs, la motivation, la concentration, la confiance en soi. Voilà. Alors, l'idée, ça va pas être d'aborder toutes les thématiques, bien entendu, en une heure de temps ici, mais de vous présenter comment on peut agir sur certains points de manière collective et parfois de manière un peu rigolote auprès de ces équipes. Un petit rappel, une petite précision sur la préparation mentale. Il y a eu un vrai changement début du 21e siècle, puisque avant, on était surtout sur des phases de recherche avec la psychologie, et puis des personnes pouvaient se considérer comme préparateurs mentaux, mais sans fait avéré, sans validation scientifique, j'ai envie de dire. Et voilà, on pouvait des fois avoir affaire à des gourous, des magiciens. Mais c'est vrai que depuis le 21, début du 21e siècle, on est sur une discipline qui est quand même spécifique et basée sur des fondements scientifiques qui ont été mesurés avec des études très sérieuses. Et on sait que les techniques qui sont mises en œuvre bah, sont des techniques qui sont validées. Il n'y a pas nécessité à croire que ça marche, ça fonctionne. Après, c'est comme en préparation physique, j'aime bien souvent faire le parallèle. Si on demande à quelqu'un de faire du gainage, faire la planche en gainage et il se met à faire le pont, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Donc, mettons-nous en bonne situation, gainons bien la bonne position et ça aura la même efficacité que ça peut avoir en préparation physique. Alors le mental, il est là, c'est l'un des piliers traditionnels de la performance. Hein. Souvent, on parle de physique, de technique, de tactique et de mental. Moi, je rajoute souvent aussi l'environnemental, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure. Je prends l'exemple de Rasta Rocket. Ils veulent faire les Jeux Olympiques en faisant du bobsleigh. Ils sont sur l'île de Jamaïque. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de piste. Bon, ben l'environnement déjà contraint très clairement ici. L'environnement, c'est aussi l'entourage de l'athlète. Est-ce que c'est un entourage qui va accompagner, pousser, aider favorablement ou au contraire qui va mettre des freins, qui va mettre des barrières, qui va être omniprésent et peut-être trop présent. Voilà, donc tout cet environnement est aussi à comprendre quand on va analyser la performance d'un athlète. Hein. Donc, je vous le disais, voilà, l'idée de la préparation mentale et de la faire apparaître, émerger de manière collective, elle présente plusieurs avantages. Elle n'est pas là pour remplacer l'approche individuelle, elle est là pour la compléter. Alors, il y a plusieurs avantages. Déjà, c'est l'optimisation des ressources, c'est du gain de temps et de la mise en œuvre de la préparation mentale. C'est-à-dire que quand on a connaissance de certains outils qui sont facilement applicables auprès d'athlètes, ben, des fois, on n'a pas l'occasion, on n'a pas l'opportunité, on n'est pas nombreux forcément à avoir des équipes avec uniquement des joueurs et des joueuses professionnelles et qui ont le temps pour venir faire ce genre de travail-là.
Nos athlètes, la plupart du temps, on va les voir que sur le temps de l'entraînement. Donc, l'idée, c'est d'optimiser, de voir comment on peut faire apparaître durant l'entraînement ou durant la compétition certains outils de préparation mentale. Ça a un autre intérêt de le faire de manière collective, c'est que ça renforce la cohésion d'équipe. Ça crée un sentiment de communauté et ça nous permet de partager des routines et des valeurs communes. Et puis, il y a un partage d'expérience, du coup, parce que souvent, on va utiliser des références. Je parle de storytelling, c'est-à-dire des histoires qu'on va raconter, alors des histoires le plus souvent vraies, hein, si possible, et puis de donner des repères visuels, des repères historiques à nos équipes de manière à renforcer leur expérience commune. Alors, plusieurs points sur la préparation mentale. La cohésion de groupe. Donc, la cohésion de groupe, c'est s'unir pour travailler ensemble vers un objectif commun. Et il y aura quelque chose d'important, c'est comment communiquer efficacement. Une cohésion optimisée, ça améliore bien entendu l'efficacité collective, hein, ça a été prouvé. Et on sait que les rituels d'équipe, ce qu'on appelle aussi les routines, alors là, du coup, des routines collectives, favorise encore une fois ce sentiment de communauté et permet de réduire le stress. Alors, dans la cohésion de groupe, on va identifier deux types de cohésion. Ce qu'on appelle la cohésion opérationnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre sur le terrain, qu'est-ce qu'on va produire sur le terrain au niveau handballistique. Qu'est-ce qu'on fait comme choix en attaque, qu'est-ce qu'on fait comme choix en défense, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'est la cohésion opérationnelle. Et puis, il y a une autre cohésion, c'est la cohésion sociale. Et ça, c'est toutes les interactions informelles et relations amicales au sein de l'équipe, on va dire la vie extra-sportive de l'équipe. L'une n'est pas plus importante que l'autre, les deux sont importantes et les deux, il faut être capable d'agir sur les deux et d'être vigilant sur ces deux points. Alors l'idée, c'est que voilà, je vais essayer de vous livrer des outils, c'est des exemples parmi d'autres, mais comment on peut s'appuyer sur ces domaines-là. Ah, c'est dommage, on voit pas je ne sais pas si vous voyez pas la fin du texte, mais vous l'aurez sur le document. Et pour agir, par exemple, sur la cohésion opérationnelle, ce qui va être important, ça va être d'identifier ces leaders de terrain, parce que des fois, on aura besoin de soutien, de soutien pour diffuser certains messages. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de poser des questionnaires en début de saison, par exemple, à ces joueurs, et de leur demander déjà ce qu'ils sont prêts à faire pour l'équipe à l'entraînement en match, ce qu'ils attendent de leurs coéquipiers pour l'équipe, ce qu'ils pensent que les coéquipiers attendent d'eux-mêmes et ce qu'ils vont viser pour leur équipe cette saison, à la fois à l'entraînement et en match. Là, c'est intéressant, ça permet déjà de découvrir des fois certaines facettes de l'athlète, de percevoir peut-être différemment de ce qu'on pouvait penser, des attentes de l'athlète lui-même. Et puis, et ça va être très intéressant, ça va être de lui demander de citer 3 joueurs qui, à son avis, vont être les meilleurs techniciens, vont avoir les plus grandes qualités physiques, vont avoir le plus grand sens tactique, vont être le plus à l'écoute des autres, vont avoir le plus de ressources mentales. Voilà. Donc, c'est une photographie. Ce n'est pas forcément la réalité du terrain, mais c'est ce que ressent l'athlète à ce moment-là. Et ce qui va être intéressant à ce moment-là, c'est qu'en fonction du message qu'on souhaite faire passer, donc déjà, ça va être de réunir, de faire un tableau en disant, bon, voilà, j'ai fait mes meilleurs techniciens reconnus par l'équipe sont tel et tel joueur, par exemple. Ceux qui sont le plus à l'écoute des autres, ça va être tel ou tel joueur. Voilà. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est de cibler nos messages et quand on veut faire passer un message, de s'appuyer et d'échanger avec les leaders de chacune de ces catégories-là en fonction du message qui correspond. C'est-à-dire que si j'estime que il manque un peu de vie de groupe à un moment donné parce que je sais pas, on est en pleine trêve, peut-être que le fait qu'il manque des matchs, ça casse un peu le rythme et l'ambiance. Peut-être que je pourrais solliciter mes animateurs de vie de groupe, mes leaders dans ce domaine-là, pour essayer de mettre en œuvre une soirée, un événement extrasportif auprès de l'équipe. Au même titre que si j'estime que l'équipe a besoin de travailler davantage physiquement, peut-être que les leaders un peu reconnus dans cette partie-là
pourrait appuyer mon discours pour mettre en œuvre un cycle physique un peu plus conséquent de manière à motiver et emmener davantage de personnes dans cet élan-là. Donc, c'est intéressant de poser ce type de questions, notamment quand on ne connaît pas trop forcément des fois l'équipe sur laquelle on coach. Et puis, pour agir sur la cohésion de groupe, il y a plein de jeux, sur la cohésion sociale, pardon. Il y a plein de jeux. J'en ai mis un en exemple ici, le jeu du serial killer. Alors, on peut le mettre sur des cycles de 1 ou 2 mois. Alors, c'est très, très drôle. Vous listez tout un, je sais pas, par exemple, j'ai 15 joueurs, ben, je vais lister 15 missions et chaque joueur va tirer au sort une victime qu'il va devoir, entre guillemets, assassiner. Donc, par exemple, Pierre va devoir assassiner Paul, qui va devoir assassiner Jacques, et Jacques va devoir assassiner Pierre. Et chacun va devoir faire réaliser une mission qui va nécessiter un temps de préparation, d'amener certaines choses pour piéger l'adversaire. Par exemple, pour faire manger une crêpe au wasabi, c'est sûr qu'on ne va pas lui proposer directement une crêpe au wasabi, mais peut-être que d'organiser une soirée d'équipe, une soirée crêpe par exemple, et puis au cours de la soirée, on lance un défi en toute innocence, et puis ça passe. Bon, ben voilà, on a gagné, on a entre guillemets assassiné Paul, et Paul va devoir donner sa mission à Pierre, et Pierre va devoir du coup attaquer Jacques dans la foulée. Donc ce jeu-là, il est très très intéressant parce que il y a un petit aspect stratégique qui se met en place et surtout de définir des missions qui vont contraindre à des sorties ou des activités collectives. C'est parce que c'est un peu l'idée, hein, c'est de trouver des missions qui, pour les mettre bien en œuvre, il va falloir organiser des fois des soirées d'équipe ou des sorties collectives. Voilà, donc ça, pour développer la cohésion sociale, ça peut être très sympa et très drôle à mettre en œuvre. Voilà. Un élément qui est important en préparation mentale, et je le mets dès le départ, c'est la communication. Parce on a beau avoir notre avis et parfois même raison, si on n'a pas convaincu nos athlètes, mais c'est encore la même idée que le gainage. Si on ne convainc pas de l'utilité de faire du gainage et que l'athlète décide de rester en pont, entre guillemets, pour réaliser ce gainage, on n'aura aucune efficacité. Donc, il faut arriver à convaincre, quand bien même on connaît l'efficacité ou la véracité des choses. Et deux, il faut qu'on arrive à l'appliquer ensuite auprès de ces athlètes. Donc, des fois, il y a des outils qui sont très efficaces, mais passeront moins bien avec certains groupes que d'autres. Et je vous donnerai des exemples personnels sur ce domaine-là notamment. Donc, ce qui est important, ça va être de multiplier les occasions d'échange, d'organiser des feedbacks après chaque entraînement, chaque match, des entretiens individuels réguliers, des réunions collectives, des sessions de game storming. Alors, j'ai marqué le jeu du bocal, par exemple. Donc, c'est un game storming, un jeu d'entreprise. Ça, c'est très intéressant, notamment quand on peut avoir deux générations dans un groupe. On va dire un groupe qui va être composé à moitié de cadres et à moitié de jeunes, par exemple. Ce qui va être intéressant, c'est de les réunir autour de la table et de demander aux cadres de se lever et de s'éloigner un petit peu de la table et de poser des questions aux jeunes, ou du moins aux non-cadres qui seraient autour de la table. De poser des questions sur comment ils perçoivent l'équipe, ce qu'ils attendent de l'équipe, ce qu'ils comptent faire pour l'équipe, ce qu'ils attendent de leurs coéquipiers. Et au moment où ces jeunes, notamment, vont s'exprimer, ce qui va être intéressant, alors pourquoi ça s'appelle le jeu du bocal? Eh ben, on imagine un aquarium avec des gens qui sont en dehors du bocal et qui doivent écouter, regarder ce qui se passe à l'intérieur et qui ne peuvent pas interagir. Voilà. Donc, les cadres sont sur l'extérieur et ne peuvent que écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et ça devient très intéressant parce que du coup, quand on inverse les rôles, les cadres, avant de donner leur avis, vont souvent réagir sur ce qu'ils ont entendu juste avant. Et du coup, c'est super intéressant parce que ça crée une ouverture d'esprit et une prise de conscience des fois de ce qui est attendu. Alors que si on avait mis tout le monde autour de la table et on les avait fait parler au même moment,
bah déjà, peut-être des jeunes n'auraient pas parlé ou les non-cadres n'auraient pas parlé et on n'aurait pas eu cette diversité d'échanges. Donc, ces réunions-là le jeu du bocal est très intéressant pour permettre à tout le monde de s'exprimer pleinement dans un groupe. Ensuite, il n'est pas forcément évident d'organiser des feedbacks après chaque entraînement parce que il arrive 20h30, 21h, les gens s'en vont pour rentrer chez eux. On n'a pas forcément le temps de prendre 10-15 minutes pour discuter avec chacun ou chacune de ces joueurs ou de ces joueuses. Donc, je vous montrerai comment un autre outil derrière juste après. Et ensuite, il y a l'histoire d'un check personnalisé. Alors ça, c'est super intéressant dans la communication. Alors moi, j'ai fait le choix. Souvent, on voit des checks collectifs pour chaque équipe. Moi, j'ai fait le choix cette année d'avoir un check personnalisé par joueuse. L'idée, c'est d'avoir une connexion directe avec la joueuse, moi m'obligeant de prendre en compte que cette joueuse est présente à l'entraînement et que je dois en prendre pleinement conscience, mais c'est aussi un moyen d'avoir le check personnalisé, ne serait-ce que pour l'équipe dans son intégralité, c'est de faire comprendre à l'athlète que là maintenant on passe dans l'entraînement, on fait la bascule, c'est-à-dire qu'on peut avoir eu une journée de merde totalement au travail, mais on arrive à l'entraînement, c'est autre chose. On passe à autre chose. Et c'est vrai que des fois, il arrive que les athlètes, des fois, oublient de faire ce check et de les rappeler à l'ordre. Non, non, on est là, on est à l'entraînement, on fait le check. Voulant saluer de manière habituelle, on fait le check de manière à faire la bascule entre l'avant-entraînement et l'entraînement. C'est une façon de se concentrer, de se mettre dans l'instant présent en disant « Ok, ce qui s'est passé avant n'existe plus et je suis dans l'entraînement et je dois me mettre dans cette partie-là. » Sur les feedbacks d'après-entraînement, moi j'utilise depuis peu ce type de document parce qu'il me semblait important de pouvoir avoir un retour des joueurs sur les séances assez rapide, pas contraignante pour elles et ne pas les obliger forcément à rester 10-15 minutes après chaque entraînement pour échanger avec moi sur comment elles ont ressenti la séance. Donc, un petit document qui leur prend 30 secondes à remplir, sur lequel il y a une échelle de bord donc qui évalue l'intensité de l'entraînement. Alors, sur certaines séances, moi, j'essaye d'estimer des fois, si je suis sur une séance physique, j'essaye d'estimer ce que je pense de la séance. Est-ce que ça va être très dur, très, très dur? Voilà, bon. Et l'idée, ça va être d'avoir le ressenti des joueuses sur cette séance, d'un point de vue physique notamment. Voilà. Et ensuite, comment elles se sont senties personnellement ou comment elles ont ressenti l'équipe. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant parce que des fois, il y en a une ou deux et sur plusieurs entraînements consécutifs qui vont sortir le même mot, la même difficulté et qui peuvent être totalement détachés du ressenti général, du ressenti de toutes les autres joueuses. Donc là, c'est intéressant du coup de provoquer un échange et d'essayer de comprendre pourquoi ce ressenti est là et comment on peut éventuellement y faire face. Ce qui va être important, ça va être dans un premier temps, hein, bien sûr, après cette communication et cette cohésion de groupe, c'est au quotidien, mais de fixer des objectifs communs. Ça, c'est la première chose et j'aime beaucoup cette phrase, c'est que tout objectif flou se traduit irrémédiablement par une connerie précise. Donc, il faut impérativement définir des objectifs communs tous ensemble, c'est très bien. Et il y a des règles d'or pour fixer des objectifs. C'est que déjà, le défi doit être approprié. L'idée, c'est qu'il soit difficile, mais atteignable. Parce qu'un défi trop facile, c'est une façon de protéger l'ego. Et il est important de fixer des objectifs de résultats, mais ce qu'on appelle aussi des objectifs de moyens. C'est-à-dire que les objectifs de résultats, c'est je veux telle place au classement, je souhaite qu'on parvienne à marquer tant de buts par match, qu'on ne prenne pas plus de tant de buts par match, qu'on fasse tant d'arrêts. Voilà. Ça va être des objectifs de résultats. Et puis, il y a les objectifs de moyens. Et ces objectifs de moyens, trop souvent, on les oublie, mais ils ont une importance capitale. C'est qui permettent régulièrement et au quotidien d'avoir de voir qu'on avance. C'est-à-dire que les objectifs de moyens, c'est j'ai appris à faire ça, j'ai développé ça. Et souvent, l'athlète ne le perçoit pas. Et là, c'est le rôle de l'entraîneur, du préparateur mental, d'intervenir là-dessus et d'échanger et de faire prendre conscience que ça a été acquis, que l'équipe, par exemple, est
capable aujourd'hui de réaliser tel type d'action collective, en attaque ou en défense, que l'athlète est capable aujourd'hui de réaliser un contrat extérieur qu'il ne parvenait peut-être pas à faire avant, mais qu'il n'en a pas pris conscience, qu'il avait développé ces facultés-là. Donc, ces objectifs de moyens, on va être un côté peut-être des fois un peu plus abstrait, mais en tout cas, ils ont leur importance capitale dans le fait de maintenir la route, le chemin qu'on s'est fixé. Et puis, ben, ces objectifs, il faut qu'on les répartisse sur le temps, parce qu'il va y avoir des objectifs qui doivent être présents à court terme, un an, moyen terme, et à long terme, de manière à avoir une vision éloignée, mais avec des étapes à atteindre systématiquement. Une fois qu'on a ces objectifs, ben, il y a quelque chose qui va être important. Ben, je reviens sur la route. On est sur la route, il faut qu'on arrive au bout de la route. Ben, on a besoin de quelque chose, c'est le carburant, c'est l'essence, et l'essence, c'est la motivation. Et la motivation, c'est intéressant de comprendre comment elle fonctionne. On va parler en fait de sentiments motivationnels, c'est-à-dire que ce ne sera pas forcément ce que la réalité, quand bien même les faits, les chiffres prouveraient des choses. Ce qui va compter dans la motivation, c'est ce que ressent l'athlète, c'est son sentiment motivationnel, son sentiment, et donc on va déterminer 7 sentiments motivationnels. Le sentiment d'autonomie, de liberté. Est-ce que l'athlète se sent autonome ou libre à l'entraînement? Peut-être qu'il est totalement libre, mais que peut-être qu'il se sent totalement oppressé. Et ça, c'est important de le noter. Donc, c'est très facile. Faut poser les questions à l'athlète, lui dire de 1 à 10, tu évaluerais à combien comme ça. Et toutes les notes qui seraient inférieures à 4 sont importantes à prendre en compte et il faudra travailler dessus. Alors pourquoi 4? Parce que quand on regarde, quand on pense à une moyenne de 10, on pense à 5. Donc 5, on va dire que ça va être tolérable. Par contre, du moment où l'athlète va mettre une note inférieure à la moyenne, c'est que ça ne va pas. Donc à partir de là, il va falloir s'y intéresser pleinement. Donc on va parler de ces 7 sentiments motivationnels qui sont l'autonomie, le sentiment de compétence. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les savoir-faire pour jouer au niveau auquel je joue? Peut-être que vous estimez que l'athlète a totalement les compétences, mais peut-être que lui ne se sent pas du tout compétent dans ce domaine-là. Donc là, il y a des outils pour réactiver ce sentiment-là. Prise de conscience, montrer des images, par exemple, où l'athlète fonctionne et tout se passe bien. Le sentiment de plaisir, est-ce que je prends du plaisir à pratiquer ma pratique aujourd'hui? Le sentiment d'appartenance. Alors, le sentiment d'appartenance, il est intéressant de le découper en plusieurs parties. L'appartenance à l'équipe. Est-ce que je me sens pleinement intégré dans l'équipe? L'appartenance au club. Est-ce que je me sens pleinement intégré au club? Et l'appartenance avec le staff. Est-ce que j'ai une relation avec le staff totalement ouverte et très intéressante? Donc, ces questions-là sont tout à fait intéressantes à mettre en œuvre. Le sentiment de progrès va avoir son importance aussi, puisque le sentiment de progrès est souvent l'un des premiers qui apparaît dans l'aspect de démotivation chez les athlètes les plus âgés, les cadres notamment, sentiment de plus progresser. Et ça, c'est important d'en prendre compte. C'est souvent des fois ce qui va générer l'arrêt, c'est le sentiment de ne plus avancer, de faire toujours la même chose. Donc, c'est très intéressant d'agir sur ce domaine-là, et un domaine où on peut progresser tout le temps, c'est dans l'aspect de la préparation mentale, justement, auprès de ces athlètes-là qui sont plutôt vers des fins de carrière. Le sentiment d'engagement correspond, lui, à est-ce que j'ai envie de venir à l'entraînement? Est-ce que ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on me mette un coup de pied aux fesses pour que j'y aille? Et cet élément-là, il est important. Alors, pour le réactiver, généralement, pareil, ça peut venir souvent plutôt vers les athlètes qui sont sur des fins de carrière et qui, dans la même idée du sentiment de progrès, c'est d'essayer de trouver les leviers, les ingrédients qui faisaient que l'athlète prenait par le passé plaisir à venir, et d'essayer de voir comment on peut les réintégrer aujourd'hui dans la pratique. Et le sens fondamental, alors ça c'est le 7e sentiment, et c'est généralement le sentiment qui, une fois activé avec les autres, là c'est ce qu'on appelle généralement l'hypermotivation. Le sens fondamental, c'est je fais du handball pour telle raison et je le sais pleinement et c'est essentiel pour moi de le faire. Voilà. Donc ces questions-là, elles sont tout à fait intéressantes à poser régulièrement. Donc dès qu'on ressent une baisse de motivation, il
Il n'y a pas besoin d'être préparateur mental pour ça. Des fois, on perçoit quelqu'un qui va être démotivé ou quoi que ce soit. L'idée, ça va être de comprendre sur quels sentiments motivationnels ou quels sentiments motivationnels sont impactés et d'agir sur l'un ou l'autre de ces sentiments pour réactiver, rehausser ce ressenti. C'est très intéressant parce que il y a la vision qu'on a nous en tant que coach et le ressenti de l'athlète. Et là, ce qui va compter, c'est pas notre ressenti à nous, ça va être le ressenti de l'athlète puisque c'est lui qui doit alimenter sa motivation, puisque ça va être son carburant derrière pour avancer. Voilà. Alors, comment le faire de manière collective? Parce que ça, c'est surtout ça la question. Mais déjà, il va falloir être motivant nous-mêmes, être inspirant. C'est-à-dire que si on arrive à l'entraînement en tirant la gueule et avec peu d'énergie, ça va être compliqué d'attendre davantage de ces joueurs ou de ces joueuses. Donc, d'adopter une attitude très positive et énergique, je mets similaire à celle d'un géo du Club Med, parce que c'est vrai que quand on a ces images de géo, bah, ils mettent l'ambiance, ils sont capables d'embarquer tout le monde dans la danse du village. Et c'est un peu ça qu'il va peut-être falloir des fois développer pour amener tout le monde dans cette dynamique-là. Tous les athlètes, enfin, moi je le vois souvent, quand il y a plusieurs joueuses adultes qui arrivent à l'entraînement, qui ont eu une journée de travail compliquée ou qui ont eu une journée universitaire très chargée, qui arrivent et qui voient, il faut encore qu'on s'entraîne derrière. Elle se pose pas la question à savoir si nous, en tant que coach, on a eu une journée de merde par contre. Mais nous, quand on arrive, il va falloir qu'on enclenche cet élément motivationnel et qu'on amène cette attitude positive et énergique, peu importe ce qui s'est passé dans notre journée à nous. Au même titre que ce géo du Club Med qui a peut-être vécu des situations très complexes juste avant, mais qui est en capacité d'animer et de mettre cette énergie sur son intervention. Donc c'est à nous, déjà dans un premier temps, d'adopter une attitude très positive et énergique. Et puis, bah, je vous l'avais dit juste avant, mais de questionner sur les ressentis dès qu'on va percevoir certaines choses et d'essayer d'adapter du coup les entraînements et de maintenir la motivation. Si par exemple, une équipe se sent totalement en perte d'autonomie, en perte de liberté aux entraînements parce que l'entraîneur, plein de bonne volonté, veut faire plein de choses et, met en place des techniques, des techniques et des techniques. Si derrière les joueurs expriment un manque de liberté, un manque d'autonomie, bah, peut-être qu'une séance, on stoppe ça, on fait que du jeu, que des matchs à thème, et on laisse sans aucun commentaire, on fait que arbitrer. Ça peut permettre de réactiver ce sentiment de liberté et d'autonomie, par exemple. Voilà. Donc ça, il y a plein de petits outils qu'on peut mettre en place sur chacun des points. Et il y en a, il n'y a même pas besoin de les présenter, mais par exemple, le sentiment d'appartenance, si j'estime que quelqu'un ressent ne pas être intégré à l'équipe, totalement de mettre en place des moments, des soirées ensemble ou des sorties collectives qui permettent d'échanger ensemble permet tout simplement déjà de développer ce sentiment d'appartenance. La concentration. Alors, la concentration, je vous laisserai la définition ici sur le document. Par contre, je vais venir sur ce tableau-là qui est très intéressant pour comprendre ce qu'est la concentration. La concentration, il faut la percevoir comme un tunnel. On est à l'entrée de ce tunnel et les murs vont représenter les distractions. Il y a deux choses qui sont importantes. Il y a le présent et il y a le maîtrisable. C'est-à-dire que quand on est dans l'action, il n'y a que deux choses qui comptent. L'instant présent et ce qu'on maîtrise. Tout le reste n'est que distraction. Si je prends l'exemple de Matrix, où à un moment il y a des 0 ou des 1 dans la Matrix, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est soit 0, soit 1. Tout ce qui sera en dehors, les décisions de l'arbitre, le bruit dans les tribunes, le tir que je viens de manquer, la peur de me prendre un coup sur le prochain duel, tout ça n'existe pas. Tout ça a le même nom, ça s'appelle une distraction. Donc, ce qui va être important, c'est d'arriver à ramener tout le monde dans l'instant présent et tout le monde dans ce qu'on est capable de maîtriser. Tout le reste n'existe pas, tout le reste est la même chose, ça s'appelle une distraction. Alors, comment on agit sur la concentration? Alors, ça se fait sur des athlètes, bien sûr, de manière individuelle, mais on peut très facilement, finalement, le mettre en œuvre sur un aspect collectif. On utilise ce qu'on appelle en préparation mentale un marqueur déclencheur. En gros, c'est un signal
alors là, du coup, qui sera commun et qu'on va proposer à tous les athlètes pour les ramener dans ce qui va être important, c'est-à-dire l'instant présent et le maîtrisable. Alors, bien entendu, ce signal doit être compris, intégré et partagé par les athlètes. Et il doit être dans le temps de l'action, enfin, il doit permettre de ramener dans le temps de l'action et de comprendre que rien d'autre ne compte. Instant présent et maîtrisable. Cette année, j'ai décidé d'avoir un marqueur déclencheur collectif parce que mes joueuses n'ont pas forcément le temps de venir faire de la préparation mentale individuelle et de mettre un marqueur déclencheur individuel pour chacune d'entre elles. Donc, j'ai décidé de mettre en place un marqueur déclencheur qui serait collectif. Donc, j'ai un carton noir maintenant que je sors parfois pendant les matchs. Alors, je fais le choix pour le moment de le sortir uniquement quand je suis devant au score pour éviter de rajouter une sorte de pression à la pression. Et donc, l'idée, c'est de faire comprendre à la joueuse qu'il va falloir revenir dans l'instant présent et dans le maîtrisable le plus rapidement possible. Partons du principe qu'une joueuse loupe un tir. C'est pas le fait qu'elle ait loupé un tir que le carton noir sera sorti. Du moment où elle met une activité folle pour revenir en défense et pour défendre de manière très solide. Par contre, si ce tir manqué la fait revenir plus lentement parce qu'elle ressasse ce qui s'est passé et qui du coup elle oublie que c'est le temps présent qui compte, à ce moment-là, effectivement, elle sera susceptible de recevoir un carton noir. Alors, il représente quoi ce carton noir? Ce carton noir, il ressemble à peu près à celui que vous avez en photo. Hein, il est dans mon sac, je ne sais pas où il est mon sac, il est de l'autre côté. Ce carton noir, il ressemble exactement à ça. Et il symbolise quelque chose qui est important, qui est mon mantra, c'est-à-dire le Memento Mori, qui représente aussi le drapeau du pirate Emmanuel Wynne, qui a été le premier à sortir ce crâne sur les drapeaux noirs de pirates et qui, lui, a rajouté le sablier pour rappeler que le temps nous était compté, en fait. Donc, l'idée, c'est que les joueuses comprennent que le temps leur est compté si d'aventure elles ne revenaient pas très rapidement dans l'instant présent et dans le maîtrisable. Voilà, c'est une façon de ne pas forcément avoir besoin de crier sur le terrain et de leur dire remets-toi dedans parce que le temps est compté et si tu reviens pas dans le temps de l'action et dans le présent, mais je serai contraint de procéder à un changement. Alors, j'ai pris l'initiative d'en informer à chaque fois les arbitres, ça les fait beaucoup rire en leur disant que ce n'était pas contre eux, c'était vraiment un outil pour mes joueuses et pour leur permettre de rester concentrées et pleinement dans le match. Donc, cet outil a été pleinement accepté par l'équipe. Ça a été le cas pour celui-là, ça n'a pas été le cas pour tous les outils que j'ai voulu mettre en œuvre, mais en tout cas, voilà, c'est un outil qui a une histoire commune. Quand je vous parlais de sentiment de communauté, il est lié à notre équipe, il est propre à nous et il permet aux joueuses de comprendre que effectivement, peut-être que la joueuse, son tir manqué ou le duel qu'elle a perdu en défense ou le but qu'elle a encaissé l'a fait sortir de son match à un temps et qu'elle n'est toujours pas revenue dans le match. Voilà. Et donc l'idée, c'est de lui faire comprendre qu'il faut revenir très vite. L'affirmation de soi, alors ça c'est un élément important. L'affirmation de soi, c'est tout simplement comment on se présente aux autres dans la société, bien entendu, et quelle image on va renvoyer aux autres. Alors, on va parler de différentes choses. On va parler de déficit d'affirmation de soi. Quelqu'un qui a du mal à exprimer ses opinions, à se faire une place dans le groupe, pourrait vite se sentir à l'écart. Et puis, il peut y avoir l'inverse, c'est-à-dire une suraffirmation de soi. Quelqu'un qui veut trop en faire et on se rend compte finalement que ce n'est pas la place qu'il devrait tenir dans le groupe. Donc ça, c'est une analyse, des échanges qu'on doit avoir avec son équipe. Mais il faut bien comprendre que plus l'affirmation de soi de chaque joueur ou chaque joueuse est optimisée, forcément, c'est la performance collective qui est gagnante derrière. Alors, comment on peut agir sur l'affirmation de soi? Il y a plusieurs façons. Déjà, les retours vidéo et le storytelling vidéo. C'est-à-dire que pour prendre conscience de comment on est et de comment on pourrait être. Très intéressant de revenir en image, des fois, pas sur l'aspect handball, mais de revenir sur l'attitude qu'on a sur le terrain. Regarde là, ta collègue, elle a fait un super truc et toi, tu restes totalement passive dans l'expression d'émotions positives. C'est dommage parce que tu aurais levé les bras, tu aurais applaudi, peut-être que ça aurait boosté tout le monde. Ou là, tu t'es fighté avec tel adversaire, ou l'arbitre t'a fait telle décision, tu te rends pas compte, mais tu lèves le bras d'un geste énervé
et ce geste pollue et met l'alerte à l'arbitre en disant attention, tu vas être surveillé et très attendu au prochain duel. Voilà, donc tous ces éléments-là sont très intéressants. Et le storytelling vidéo, ça va être de montrer d'images d'autres personnes qui peuvent être inspirantes dans la façon de réagir. Un outil que j'ai voulu mettre en place cette année, mais qui n'a pas pris alors qui prend très bien avec des jeunes, avec des enfants notamment, mais même avec des jeunes adultes, mais qui, avec des joueuses un peu plus âgées, et souvent à cause de croyances limitantes, hein, cet outil n'a pas appris. Donc du coup, je l'ai mis de côté et je le ressortirai peut-être à d'autres reprises. C'est la théâtralisation des émotions positives. On sait, il y a eu des études sur les équipes de NBA, de longues études sur les équipes de NBA, et on sait que les équipes qui se tapent le plus dans les mains, qui s'encouragent davantage, sont celles qui gagnent le plus de matchs. Donc, partant de ce principe-là, et j'avais vu aussi un coach islandais qui mettait ça en œuvre auprès de ses équipes jeunes de basketball. Mais alors là, c'était carrément de l'entraînement sur le banc à comment réagir à telle ou telle situation et d'emmener tout le monde. Et c'était vraiment du théâtre. C'était vraiment du théâtre. Ils étaient assis sur un banc, il n'y avait rien qui se passait et ils disaient telle action. Et là, tout le monde se levait. Ouais, voilà. Et ça, c'est très intéressant. Alors, moi, j'avais essayé de le mettre en œuvre en disant voilà, on fait un match. Par contre, vous marquez un point, c'est un point. Par contre, s'il y a une célébration collective juste après, c'est un point bonus en plus. Et là, c'est vrai que les croyances limitantes de non, c'est un côté ridicule ou quoi que ce soit, peut bloquer le truc. Alors l'idée, c'est pas de bloquer, même si on sait que l'outil est efficace. Si encore une fois, on fait le gainage en faisant le pont, ça n'aura pas l'efficacité. Donc, j'ai laissé de côté cet outil et je l'ai adapté différemment. C'est un outil qu'elles apprécient davantage, mais qui du moins peut avoir aussi son efficacité, c'est de varier la composition des équipes, parce que c'est vrai que moi, souvent, pour donner l'habitude aux jeunes de prendre des responsabilités, souvent je vais faire les anciennes contre les jeunes. Mais finalement, je me dis qu'on est en capacité, des fois, en isolant une ou deux anciennes avec des jeunes, d'obliger un peu ces anciennes à booster les jeunes parce que cette volonté de gagner le jeu d'échauffement a son importance capitale. Voilà, donc de varier la composition des équipes, mais vraiment en ciblant les joueuses qu'on souhaiterait voir évoluer dans l'affirmation de soi, notamment. Ou du moins qui peuvent avoir déjà une bonne affirmation de soi, mais qui pourraient encourager les autres aussi à se développer dans ce domaine-là. Voilà. Donc, c'est une façon de développer l'affirmation de soi. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'attitude qu'on va présenter sur le terrain, elle est essentielle. Une équipe qui se lève de manière très positive à chaque fois qu'il y a un but ou une décision ou une belle action défensive ou un arrêt, c'est super impactant, à la fois pour son équipe, à la fois pour l'adversaire et aussi pour le public. Un point qui est vachement important, alors on appelle ça le discours interne en préparation mentale, mais d'un point de vue collectif, c'est un discours interne qui va s'exprimer oralement et qui du coup a un impact aussi sur les autres. C'est les pensées, les paroles qu'on se dit à soi-même. On va souvent parler du verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est vrai qu'il y en a qui ont plus la facilité de voir le verre à moitié plein, d'autres le verre à moitié vide. Mais ces pensées peuvent avoir un impact et les pensées négatives ont un impact désastreux sur la performance individuelle, voire collective, quand elles sont exprimées ouvertement. Donc ça, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte. Alors, il y a des méthodes très simples. Déjà, le bon vieux tacle. Quelqu'un qui tiendrait un discours négatif à l'entraînement, mais un discours tout simple. Je suis nul, je n'y arrive pas. De tacler. De tacler en montrant que, ce discours, il est inutile. De souligner pourquoi c'est important d'avoir une attitude positive et de se convaincre qu'on peut y arriver. Déjà, ça va changer un peu l'état d'esprit de la personne. Et ce qui est important, c'est de faire ce tacle, mais voilà, bien qu'on montre bien qu'il y a un bon tacle, quoi, et que tout le monde en prenne conscience. Et de ramener cette personne dans l'idée de casser cette croyance limitante, de casser ce discours négatif qui n'aura aucune utilité pour l'équipe et pour la personne en elle-même. Et puis après, il y a des mantras collectifs qu'on peut mettre en œuvre au sein de l'équipe aussi, qui permettent, au moment où ce discours interne s'exprimerait,
permettrait de rappeler certaines valeurs. Alors, moi, je me souviens d'une séquence assez drôle. On était c'était il y a 2 saisons, je crois. On était à la piste d'athlétisme et je savais que la séance serait très très difficile physiquement pour les joueuses et pour les préparer à la séance. J'avais pris une citation de Jacques Roussel, qui est le créateur des Shadocks, et qui disait: si ça fait mal, c'est que ça fait du bien. Et ce qui a été assez terrible, c'est que les joueuses, cette phrase les a beaucoup fait rire. Elles l'ont transformé en si c'est dur, c'est que c'est bon. Et ça en est même devenu un cri de guerre au temps mort. Et c'est vrai que alors, ça fait sourire les gens qui l'entendent. Mais du moins, c'est devenu une sorte de mantra pour l'équipe en disant voilà, c'est peut-être dur, mais en tout cas, on sait pour ce qu'on va chercher derrière. Voilà. Un autre élément important, la confiance en soi. Donc, c'est la croyance positive hein, qu'une personne a d'elle-même et la perception qu'on a. Encore une fois, un peu comme pour la motivation tout à l'heure, on est surtout sur du ressenti. On peut percevoir une personne qui a de très grandes compétences. Si elle ne croit pas en elle, c'est sûr que ça va être plus complexe pour elle de performer. Donc, effectivement, il faut agir sur ce point-là, c'est important. Alors, comment on peut le faire? On peut organiser des défis individuels et collectifs, pas forcément des fois liés au handball, et de permettre aux gens de retrouver de l'aisance, de retrouver des compétences très clairement. Et puis après, il y a des choses qui sont intéressantes aussi à faire. Alors, c'est une forme de théâtralisation, mais c'est de mettre en place des simulations de scénarios de match. Par exemple, il reste 5 minutes, on est à +2, il faut gagner le match, donc et on lance le match comme ça. Et on va le répéter plusieurs fois. On va le répéter plusieurs fois. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va développer une expérience collective sur ce genre de situation de match. Et le fait d'avoir répété cette situation, on va développer une confiance collective sur ce point-là. Et puis, ce qui peut être intéressant, de manière collective ou même individuelle, c'est le retour vidéo, mais en ne montrant uniquement les actions collectives qui sont positives et qui sont réussies, parce qu'il y en a. Et c'est vrai que souvent, on s'arrête sur les grains de sable, mais la tête, on a aussi besoin des fois d'entendre des bonnes choses et de revoir ce qui fonctionne. Ça alimente aussi la confiance en soi et c'est quand même pas négligeable. Voilà, j'ai fait le tour là. Genre, j'ai pas pris tous les sujets. Hein, j'ai voulu sélectionner ceux qui semblaient prioritaires. Et comme dit un célèbre philosophe qui s'appelle Jack Sparrow, le problème n'est pas le problème, mais notre attitude face au problème. Voilà sur cette présentation. J'attends vos retours. Écoute, déjà, merci beaucoup. Enfin, j'ai vraiment adoré ta présentation. Chaque paragraphe est riche de perspectives, d'enseignements et de perspectives avec des idées qui découlent voilà, à chaque point que tu as abordé. Donc, merci pour ça parce que enfin, c'est vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant, super dense. Donc, merci à toi là déjà pour ça. Au niveau des questions, donc n'hésitez pas si vous voulez activer votre micro et les poser en direct. En attendant, j'en ai déjà une d'Agnès qui a posé une question très vite quand tu as parlé du questionnaire. C'est comment tu gères les égos en dévoilant les résultats du questionnaire et du coup, comment adapter le discours quand on donne les résultats. Alors déjà, moi, la première chose, c'est qu'il y a une règle qui est émise chaque année à l'équipe, à la nouvelle équipe à chaque fois, c'est que personne n'est plus important que l'équipe. Voilà. Donc cette règle, déjà, elle passe en premier lieu, c'est que personne n'est plus important que l'équipe et que notre objectif, nous, en tant que coach, c'est que l'équipe performe davantage. Donc l'équipe passera avant tout le monde. Ça, c'est la première des règles. Ensuite, sur les égos, quand on va passer ce type de questionnaire, l'idée, c'est que de ne pas livrer les réponses de tout le monde. C'est-à-dire que on va demander à chaque personne sur un questionnaire papier de remplir. Nous, on va recenser tout ça. Et nous-mêmes, on va identifier qui sera le plus le leader tactique, qui sera le plus le leader de vie extrasportive. Alors, quand on connaît très bien nos groupes, ces questionnaires n'ont pas trop raison d'avoir lieu. Mais quand on découvre un groupe, ils ont leur importance et leur intérêt. Donc l'idée, c'est pas de dire lui, il a voté pour moi ou quoi que ce soit, et c'est de citer en plus 3 joueurs, donc laisser une certaine ouverture de, dans la prise d'information. Non, c'est vraiment quelque chose que le coach va garder lui-même.
et va s'en servir derrière pour diffuser ces messages, pour avoir les soutiens des bonnes personnes sur chaque domaine. Et j'en profite pour saluer Ludo Sotic, je suis très content de voir que tu es présent, donc plaisir Ok. de te voir. Bienvenue Ludo. Euh, j'ai Nikos qui avait lui posé la question de comment rendre positive la concurrence entre joueurs. Et ça, effectivement, si je peux, je vais prolonger la question. Justement, comment tu fais accepter une hiérarchie aussi entre joueurs, entre au poste? Les deux, je pense, sont un peu liés. Oui, alors, alors après ça, j'ai envie de dire, c'est le fonctionnement interne, enfin propre à chaque coach. Moi, j'aime bien avoir une équipe avec un nombre limité. J'ai une feuille de match à 14. J'aime bien avoir un groupe à 14. Pourquoi? Parce que ça me permet plus facilement d'attribuer un rôle et une responsabilité à chacune des joueuses. Mais il y a des collègues qui sont en capacité de très très bien fonctionner avec des groupes de 20 personnes et de motiver tout le monde et d'arriver à maintenir tout le monde. Voilà. Donc, chacun un peu a sa façon de fonctionner par rapport à ça. Mais après, c'est tout aussi dans le discours. C'est que moi, il m'est déjà arrivé d'avoir une joueuse qui me dit, Nico, tu m'as fait rentrer à la 10e, tu me ressors à la 15e, je comprends pas. Alors je lui dis oui, mais quand tu rentres à la 10e minute, euh, je ne sais pas à combien tu vas ressortir en fait. Ça se peut que tu vas rester jusqu'à la 60e. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la 10e et la 15e? Ben, entre la 10e et la 15e, là, tu as fait 2 tirs à côté de la cage. En défense, tu as pris devant. Et donc, je dis, quand bien même je t'apprécie beaucoup, je ne peux pas, dans l'instant présent et dans le maîtrisable, te laisser sur le terrain. Donc, c'est pas une histoire que je veux pas te faire jouer, c'est que tu as eu ton opportunité. À ce moment-là, et ce match-là, bah, c'est regrettable, mais tu l'as pas saisi. À partir de là, je procède au changement. D'où l'idée aussi du carton noir qui fait comprendre à la joueuse qu'il y a un danger. Un Mm. danger. Et, et juste là, une question, ça c'est moi, mais je trouve l'idée géniale, je vais la faire, moi, ça je vais la mettre en place. Tu l'as déjà sorti combien de fois là à peu près là, depuis le début de saison? Attends, c'était carton noir. Ouais. Je vais le montrer à première sorte, parce que je l'ai fabriqué. Et, C'est mon carton ouais, je vais le noir. mettre ce soir, j'hésite à le mettre des soirs, donc, mais Mais il faut bien l'expliquer ah à oui, ces joueurs, oui, bien oui, oui. comprendre. Déjà, je l'ai sorti au départ sur les matchs amicaux Mm. pour voir comment ça pouvait être perçu. Donc, j'ai sorti sur un match, j'ai dû le sortir 3 fois et on a joué 2 matchs de championnat et pour le moment, je l'ai sorti qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que sur le premier match, on fait match nul et on est quasiment derrière au score tout le long du match. Ok. Là, je laisse pas le temps. Je sors Mm. direct. Oui. Et je me suis dit, parce que c'est pareil, j'essaie de développer l'idée, je me suis dit, mais il vaut mieux que je sorte sur les moments où on est devant au score, de manière à pas relâcher la dynamique qu'on a. Et notamment, bah, ce week-end, on fait un très bon match. On prend un premier but à la 15e minute, donc c'était très bon. Par contre, il y a une joueuse qui, effectivement, vers la 10e minute, a pris carton noir. Alors, des fois, elles comprennent, des fois, elles comprennent pas. Je dis, bah oui, mais là, regarde, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Donc, soit tu t'y remets, soit tu changes. Voilà. Donc, effectivement, je le mets sur les. Ouais, ouais. Et moi, j'aime bien en tout cas l'idée que tu as évoquée. Et c'est quand je le mettrai en place, mais effectivement, je vais l'expliquer d'abord. Mais c'est que, effectivement, l'idée de les mettre que dans les matchs où tu gagnes dans un premier temps, ça peut être intéressant. Et tu vois, moi, j'ai eu le même cas ce week-end. On est à +8 à la mi-temps. Et en fait, on termine péniblement à +1 à la fin. Et effectivement, puisqu'on multiplie les mauvais choix, mauvaises actions. Et c'est peut-être un petit truc qui aurait pu aider à dire, tiens, on prend conscience un peu avant. Et c'est reste dans l'instant présent et dans le maîtrisable. Et c'est même indépendant de la réussite, parce qu'on peut avoir un athlète qui va mettre plein de poteaux. Oui, Bon, oui, oui. ça va avoir un impact, mais c'est comment il enchaîne en fait, comment il Exactement, enchaîne c'est ça. les Et, actions. Et puis après, bah, c'est chacun son histoire. Moi, c'est mon mantra personnel, le ouais, drapeau ouais. d'Emmanuel Moine et le Memento Mori. Donc, du coup, je l'ai partagé avec les joueuses et elles l'ont validé l'idée. Elles ont trouvé ça plutôt même au début interrogative et puis elles trouvent l'idée plutôt sympathique et encourageante. Alors, il y a un effet, attention, parce qu'il y a un petit effet, entre guillemets, un peu pervers, c'est que les entraîneurs du club à qui j'ai pu évoquer cet outil-là, maintenant, quand ils sont dans les tribunes, guettent cette sortie de carton noir. Ils sont à l'affût, tels des vautours de ce carton noir qui pourrait être amené à être distribué sur le terrain. Voilà, donc il faut que je le sorte au bon moment quand même et qu'il soit cohérent. Oui, oui, tout à fait.
Bah, de toute façon, après, c'est le cas pour n'importe quel outil qu'on utilise. Voilà, l'efficacité de l'outil va dépendre de la façon dont on s'en sert. J'ai une question de Bonnie. Donc, comment motiver un cadre important de l'équipe atteint de burn-out? Et du coup, là, il a une deuxième question, mais on la posera après. Et ben, alors là, on est totalement sur la motivation. Là, il faut lui poser les questions sur les 7 sentiments, c'est-à-dire comment tu te sens libre, est-ce que tu te sens est-ce que tu trouves que tu progresses, est-ce que tu te sens compétent, est-ce que ça peut être plein de choses. Moi, ce que je constate souvent, c'est que les cadres qui sont un peu plus âgés, qui arrivent sur les fins de carrière, c'est souvent le sentiment de progrès qui amène à la démotivation et au désengagement également. Donc, de trouver des axes de progrès, ça va être important. Si du moins c'est le problème ici qui est présenté. Mais c'est vrai que c'est souvent le progrès, le sentiment de progrès qui est impacté chez les personnes les plus âgées. Euh, il y a plein de domaines sur lesquels on peut agir. Deviens le leader que tu pourrais être. Inspire-toi de leader. Deviens le leader que tu pourrais être. Et quand bien même tu ne serais pas le leader tactique, deviens le leader de groupe. Inspire-toi de grands joueurs ou de grandes joueuses qui, même en étant parfois sur le banc ou qui ont apporté énormément à leur équipe. Voilà, il y a des choses à mettre en œuvre sur ce point-là. Et c'est une façon de progresser, Ouais. dans le leadership notamment. Oui, oui, et puis effectivement, là, en reprenant les 7 points, effectivement, on a toujours moyen de trouver potentiellement un ou deux leviers sur lesquels agir pour le remettre dedans. Et pour poursuivre sa question, et à la limite, du coup, moi, je partage l'expérience, c'est justement comment tu intègres ces notions de préparation mentale dans un groupe dont tu es le nouvel entraîneur, et notamment, puisque tu en parlais justement de l'environnement, et dans des clubs où, par exemple, c'est pas du tout dans la culture. Enfin, majoritairement aujourd'hui, de toute façon, dans la majorité des clubs, c'est pas du tout la culture aujourd'hui. Donc, comment tu t'amènes ça quand tu arrives soit dans un nouveau club, soit avec un nouveau collectif? Ou soit les deux. Alors, Alors du coup, pour moi, le cas se présente pas. Ouais, bah oui. Ça fait longtemps que je suis avec mon équipe et j'ai l'avantage. Alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient parce que j'ai une équipe qui ne bouge pas trop, donc les joueuses sont bien dans cette équipe-là. On a un jeu tactique qu'elle maîtrise plutôt bien, qu'on intègre facilement les nouvelles joueuses. Mais il peut y avoir effectivement ce sentiment de parfois voir la même chose. C'est pour ça que j'essaye d'apporter de nouveaux éléments, notamment, voilà, on innove avec ce carton noir, on innove avec d'autres éléments, les feedbacks d'après-entraînement, plein de choses, de manière à essayer d'amener quelque chose de nouveau, même pour les filles que j'ai depuis près de 10 ans. Alors quand on arrive dans un nouveau club, ou alors qu'on aborde une nouvelle équipe, c'est totalement vrai que dans la plupart des cas, la préparation mentale est encore un élément pas suffisamment pris en compte dans le monde du handball. Ça, c'est totalement vrai, ce qui est moins le cas pour les sports individuels. Mais pour le handball, en l'occurrence, c'est vrai que c'est quand même très peu pris en compte. Alors, simplement, je pense que au lieu de se battre des fois contre les croyances limitantes de ce point-là, sans avoir besoin de parler de préparation mentale, parce que comme encore une fois, Monsieur Jourdain fait de la pro sans le savoir, dès qu'on parle à notre équipe, on fait de la préparation mentale. C'est juste prendre conscience de comment on peut agir sur certains points, sans forcément nécessiter d'expliquer tout au groupe. Mais voilà, quand je vais changer mon équipe pour aller vers telle chose, je sais pourquoi je le fais. Je n'ai pas besoin d'expliquer systématiquement que je vais travailler sur l'affirmation de soi ou quoi que ce soit. Mais il y a des domaines où on va sentir le besoin d'expliquer aux joueurs. Si demain vous menez à mettre sortir un carton noir sur le terrain ou autre chose, un carton rose, je ne sais pas, il faudra peut-être l'expliquer aux joueurs très clairement et qu'ils comprennent l'idée derrière tout ça. Mais il y a d'autres points, il n'y a pas de nécessité à le faire. Voilà, donc continuons de faire la préparation mentale comme on le fait. Par contre, on peut intégrer des outils de manière collective sur certains points. Après, si tu veux, pour rebondir ce que tu dis et ce par quoi tu avais introduit le sujet, c'est que moi, avec ma petite expérience, je pense que une des problématiques qu'on a dans le hand, et pas que dans le hand, mais c'est ne serait-ce que démarrer créer un projet d'équipe avec ton équipe. Et ça, on le voit pas beaucoup aujourd'hui, même avec des jeunes, enfin avec des seniors, ça se voit pas beaucoup, avec des jeunes, ça se voit pas beaucoup. Et ça peut être, à mon avis, une première porte d'entrée pour justement cette prise en compte
compte, avoir ce projet d'équipe et se fixer les objectifs dont tu parlais tout à l'heure, se fixer la façon dont on va fonctionner. Je pense qu'effectivement, quand on a un nouveau groupe ou qu'on a un nouveau club, c'est peut-être des choses qu'on peut mettre en place pour justement mettre un premier plié dans ces aspects-là, quoi. Ouais, tout à fait. Et je pense que l'une des choses importantes quand on arrive dans une nouvelle équipe ou un nouveau club, c'est l'affirmation de soi. C'est-à-dire comment nous, on va nous-mêmes nous affirmer. Et quand je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on soit nous-mêmes motivants, bah, c'est l'occasion encore plus de, voilà, c'est un coach qui met énormément d'énergie, qui transmet énormément d'énergie. Il est hors de question qu'un joueur ou une joueuse en mette moins, entre guillemets, c'est un peu ça l'idée. Mm. Par contre, si on y va avec beaucoup de timidité, avec peu d'entrain, il ne faudra pas s'attendre à ce que les joueurs fassent davantage. Donc voilà, soyons nous-mêmes inspirants en fait dans ce domaine-là. Mettons de la musique à l'entraînement sur certaines séquences. Mettons voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en œuvre, des jeux, du ludique. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour développer cet aspect-là. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions, éventuellement pareil en ouvrant votre micro? Sinon, bah voilà, normalement il est midi, on avait dit, enfin l'idée c'est de rester sur une heure d'échange. Donc soit dans le chat ou soit avec un micro. Euh, je- En attendant qu'il y ait peut-être une dernière question, je vais t'en poser une moi. Est-ce que tu distingues les apprentissages cognitifs de la prépa mentale? Dans le sens où, par exemple, tu vois, effectivement, moi, ce que j'aime bien, c'est multiplier les informations que doivent prendre les joueurs pendant un entraînement pour, ben voilà, avec cette idée de rendre l'entraînement un peu plus difficile que les matchs. Est-ce que ça, on est dans la préparation mentale ou moi, j'appelle ça les apprentissages cognitifs, tu vois, changer selon si tu as une chasuble rouge, tu dois faire telle action, un plot vert, tu dois faire tel type d'action. Donc, avec cette idée de prendre des informations et voilà, d'essayer de faire retenir. Tu vois, des fois, je fais aussi avec un texte ou de demander de faire une multiplication après avoir fait un sprint. Est-ce qu'on est dans la prépa mentale ou on est justement dans les apprentissages cognitifs? Euh, on y est totalement, mais c'est surtout d'un point de vue complémentaire parce qu'on va être dans la vitesse de réaction par rapport à ce que tu expliques, mais on est surtout dans la concentration. Mm, C'est-à-dire que bah, je dois être dans l'instant présent et le maîtrisable. Maîtrisable, c'est j'intègre l'information qui m'est donnée et je la mets au présent le plus vite possible. mm. Donc, on est sur l'aspect concentration totalement dans ce que tu exprimes ici. Oui. Ok. Bah écoute, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci à toutes et tous d'avoir participé. Le replay va bien être disponible d'ici 2 3 jours, le temps de faire le montage. Tu partages avec nous ton PowerPoint. Oui, Euh, bien sûr. ok, donc, du coup, bah, je l'enverrai en même temps que le lien vers le replay. Encore un grand, grand merci à toi, Nicolas. C'était vraiment, enfin, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant, super dense, donc avec plein de bonnes idées à mettre en œuvre. Donc, merci pour ça. Et puis, merci à tout le monde. Donc, bon week-end, bon match pour tous ceux qui sont en match. Et à très bientôt pour le prochain épisode de la rentrée des entraîneurs. Donc, ce sera samedi prochain, puisque mercredi, en fait, je serai absent. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Au revoir. Merci Philippe et au revoir à tous.